Voilà. Donc, merci beaucoup. Et donc, je me lance pour cette conférence Zoom. Alors, évidemment, comme beaucoup maintenant, j'ai pris l'habitude des réunions, mais beaucoup moins des conférences. Donc, c'est aussi une première pour moi. Donc, bonjour à tous. Donc, ce soir, l'idée était de vous faire découvrir une œuvre du Musée des Beaux-Arts, donc Dante aux Enfers de Camille Boiry, qui est une œuvre finalement qui n'est pas exposée encore dans nos collections et qui en fait, a été restaurée à l'occasion d'une exposition qui doit se tenir en Italie, donc à Forlì, à l'occasion des 700 ans de la mort de Dante, puisque donc l'Italie célèbre, enfin tente de célébrer plutôt un certain nombre de festivités autour du poète, dont en fait les 700 ans de la disparition cette année. Et donc, les Italiens nous ont donc demandé cette grande toile qui n'avait pas été montrée depuis des années en raison de son état qui n'était pas présentable. Donc, c'est une œuvre, donc là, vous la voyez restaurée. Donc, c'est une œuvre qui est donc partie en Italie. Elle est accrochée dans une exposition qui, pour l'instant, attend d'ouvrir, évidemment, mais qui sera visible cet été. Donc, une exposition sur Dante, la vision de l'art, donc à Forlì, donc à côté du lieu de naissance du poète. Et donc voilà, donc l'œuvre avant restauration, c'est une très grande pièce qui fait 2 mètres par 2 mètres 50 et qui était donc très 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 abîmée et que nous avons donc pu restaurer pour l'occasion. Donc par deux restauratrices, donc Pauline Fossier et Aline Berelovitch, donc avec lesquelles on a l'habitude souvent de travailler au musée pour un certain nombre de chantiers des collections et qui donc ont restauré cette œuvre qui était donc très encrassée, déformée, avec un vernis qui avait complètement chanci, enfin voilà, qui était très, très assombri et devenu très jaune, alors sur une toile qui était particulièrement colorée, donc l'œuvre était devenue difficilement lisible. Et puis il y avait un certain nombre de déchirures, voilà, de reprises à faire sur la toile pour qu'elle puisse voyager dans de bonnes conditions. Et ensuite, donc, poser à l'arrière donc, un dos de protection donc, qui permet de protéger l'œuvre pendant le transport, puisque là, donc, c'est une œuvre qui est donc, partie à l'étranger en camion. Et donc, évidemment, pour éviter un certain nombre de chocs sur le cadre, œuvre qui a d'ailleurs reçu un nouveau cadre pour l'occasion. Et nous espérons donc, quand elle rentrera d'Italie, pouvoir la réintégrer en salle dans une reprise donc, des salles permanentes pour justement pouvoir la faire découvrir au public, puisque c'est vraiment une œuvre intéressante. Et en particulier, c'est une œuvre intéressante, comme on va le voir, puisque c'est un condensé d'iconographie dantesque du 19e siècle. Et donc, c'est vraiment une œuvre d'école, en tout cas une œuvre modèle, qui résume toute la manière dont le 19e siècle a pu, enfin, dont la manière dont le 19e siècle a pu concevoir Dante, donc tout au long des différents mouvements qui se sont succédés. Alors, qui est Camille Boiry? Donc, Boiry, c'est pas du tout un artiste très connu. C'est un artiste qui en fait est principalement représenté dans les collections publiques grâce au musée de Tours, puisque nous possédons un certain nombre d'œuvres. C'est pourtant un artiste qui a eu un certain nombre de prix importants au cours de sa carrière. Alors, c'est assez étonnant puisqu'il est né à Rennes en 1871, il est mort à Loctudie en 1954, et finalement, il a passé toute une partie de son enfance, de sa jeunesse et de sa vie d'adulte à Tours, malgré le fait donc, qu'il était originaire d'une famille bretonne. Et c'est en particulier la ville de Tours qui, entre 89 et 1901, lui a permis d'avoir une bourse pour aller étudier à Paris, où il a été élève d'Ernest Laurent et de Jean Bonnat, donc deux artistes plutôt de la mouvance académique et réaliste, on va dire académisme réaliste, qui donc l'ont soutenu tout au long de sa carrière. Donc pour le tableau de Dante aux Enfers,
donc peint en 1899 et présenté au Salon de 1900, il a bénéficié d'un troisième prix du concours Chenavard de l'École des Beaux-Arts, concours qui avait été fondé par la veuve de l'architecte Antoine Chenavard en 1894 et qui récompensait en fait plusieurs œuvres dans chaque section de l'école. Donc vous aviez des prix en peinture, sculpture, architecture, voilà, tous les ans, et qui récompensait donc de jeunes artistes. Donc on va dire qu'au début de sa carrière, il a plutôt été favorisé par un certain nombre de prix. Il a eu d'ailleurs d'autres prix au cours de sa carrière avec un certain nombre d'œuvres, donc en particulier une œuvre conservée au Musée des Beaux-Arts de Tours, donc le marché au Maroc, donc, qui a été médaillé d'or au Salon des artistes français en 1922. Il a également eu le prix colonial du Maroc en 1920, donc il a vraiment fait partie de ces artistes qui ont renforcé l'image de l'Afrique coloniale française. Et puis, donc, vous voyez que finalement, sur le reste de sa carrière, que ce soit donc là le joueur de Binou, donc conservé au Musée des Beaux-Arts de Rennes, ou sur la plage de Porto Vecchio, donc conservé au Musée des Beaux-Arts de Tours, finalement, après, il s'est orienté vers une peinture beaucoup plus plein airiste, une peinture de paysage, une peinture de scène de genre qui était très différente de son essai finalement autour de Dante et qui finalement restera une sorte d'unicum dans sa carrière, puisqu'il ne reprendra pas du tout ce type de thématique ensuite, une fois sorti des années d'études. Alors, l'artiste, donc Camille Boiry, a connu pas mal finalement, de succès. Il était sous la protection d'Edmond de Rothschild, mais finalement, il a également connu aussi pas mal de difficultés matérielles, puisqu'il a été, finalement, il a bénéficié du secours aux artistes entre 1910 et 1916 et une allocation de guerre en 1919. Donc, il a fait partie de cette catégorie d'artistes à la jonction entre le 19e siècle et le 20e siècle qui finalement n'ont pas forcément pris tout de suite, même assez tardivement, le tournant de la modernité et qui se sont retrouvés, je dirais, un peu sur le carreau par rapport au système des beaux-arts qui a beaucoup évolué entre la Première Guerre mondiale et finalement l'entre-deux-guerres et qui n'était plus du tout le système du 19e siècle. Et donc, un certain nombre d'artistes se sont trouvés un petit peu démunis à cette période, malgré le fait qu'ils avaient pu avoir un certain nombre de succès au salon comme Boiry. Et finalement, donc, Boiry a été surtout parisien, il a habité à Paris tout au long de sa vie, mais il a été très actif sur la scène artistique tourangelle en participant à un certain nombre de salons, d'expositions, et donc en donnant également beaucoup d'œuvres au musée. Alors, dont un donc, que moi j'aime beaucoup, l'enfant sur un cheval de bois. Je pense que d'ailleurs, ça fait partie des pièces qu'on souhaite également réintégrer dans le parcours, parce qu'il est assez drôle, ce portrait équestre, avec cet enfant qui mime une espèce de pose un peu royale des portraits monarchiques. Donc voilà, ça fait partie des œuvres qui sont assez attachantes au musée et qu'on souhaiterait réintégrer. Alors, le Boiry, c'est vraiment un condensé donc, de romantisme dantesque. Alors, l'achat du Dante a été fait grâce à la recommandation de Bonnat, Léon Bonnat, donc, qui suivait vraiment avec attention le jeune Boiry, puisque c'est grâce à lui que sa bourse a pu être renouvelée par la ville de Tours. Et donc, c'est également grâce à lui qu'il a pu obtenir ce prix au concours, une mention honorable au Salon des artistes français. Donc, on est vraiment sur une toile qui a été soutenue par un grand maître de l'époque. Alors, Boiry a choisi un épisode assez célèbre de Dante, de la Divine Comédie, donc le moment où Dante rencontre Farinata degli Uberti, donc un comte d'Ottieri italien et chef gibelin florentin, donc c'est-à-dire partisan de l'empereur, qui finalement, au moment des guerres entre les différentes villes italiennes, il se trouve que les représentants de Sienne et Pise ont demandé à raser la ville de Florence.
Et Farinata a pris la défense de sa cité dans un discours qui est resté mémorable et dont il se fait écho en fait lors de sa rencontre avec Dante dans le VIe siècle, cercle de l'enfer. Et en fait, après sa mort, il fut accusé d'hérésie par l'inquisiteur franciscain Salomon d'Aluca et qu'il accusait de catharisme. Et il fut condamné avec sa femme à être exhumé et brûlé et ses descendants poursuivis et ruinés. Oui, parce qu'effectivement, à l'époque, on ne rigolait pas avec les accusations d'hérésie qui vous poursuivaient jusqu'après la mort. Et donc, cette toile est assez intéressante parce que, comme vous allez le voir, elle est vraiment un condensé de tout ce que l'iconographie du 19e siècle a pu créer et comme une sorte de condensé de modèle de tout ce qu'on a pu peindre sur Dante au 19e siècle. Et finalement, donc, comme je vous disais, c'est resté une œuvre assez atypique dans son parcours. Alors Dante, véritable héros du 19e siècle, donc c'est une question que je pose et à laquelle je vais répondre lors de cette conférence. Alors tout d'abord, qu'est-ce que la Divine Comédie? Puisque ce n'est pas forcément un livre aujourd'hui qu'on pratique en livre de chevet. Alors c'est un poème en fait de 15 000 vers qui est un récit de rêve. Écrit au début du XIVe siècle par Dante, qui est un poète qui vit en fait qui est un poète vivant à la charnière entre le Moyen Âge et le monde moderne et la Renaissance. Et Dante en fait compose ce poème en exil alors qu'il a été excommunié de Florence, dont il était un des magistrats de la République. Et en fait, lors de ce voyage, il doit payer sa faute, à moins d'être sauvé par la vertu. Donc finalement, le, la Divine Comédie, c'est un récit d'expiation, si on veut. Et donc c'est un récit initiatique. Tout au long de ce récit, il est animé par l'amour de Béatrice, sa bien-aimée, son, voilà, oui, sa bien-aimée. Et il franchit finalement toutes les étapes du voyage initiatique de l'enfer, du purgatoire et du paradis. Alors finalement, c'est surtout l'enfer et le purgatoire qui ont retenu l'attention des artistes, beaucoup moins le paradis, qui finalement est moins sujet à une imagination visuelle, voilà, et qui finalement retiendra peu les artistes. Alors, avant le 19e siècle, finalement, la Divine Comédie est peu représentée. Un des rares à s'y risquer, c'est Sandro Botticelli, donc dans un certain nombre d'illustrations. Donc là, je vous ai mis la carte de l'enfer, donc qui est conservée à Berlin, donc qui montre tous les cercles que doit franchir donc Dante et Virgile, puisqu'il est Dante est conduit par le poète antique Virgile tout au long de son parcours. Et finalement, c'est un texte qui, pendant des années et même pendant des siècles, est réputé assez difficile à illustrer, voire à traduire même. Et en particulier, les Français y voient un texte assez bizarre et loin de la rationalité classique. Donc finalement, la découverte de Dante va en premier lieu passer par la Grande-Bretagne. Alors pourquoi la Grande-Bretagne? Finalement parce que les Anglais ont la chance d'avoir eu d'abord Shakespeare, puis Milton au XVIIIe siècle, qui va les mener finalement à apprécier Dante, et en particulier toutes les bizarreries de langage de Dante, qui n'hésite pas à mélanger les registres entre le comique et le tragique, entre l'élégiaque et le grossier, voilà. Et donc, ce qui choque fondamentalement la rationalité française, mais ce qui finalement correspond à une certaine esthétique britannique, puisque c'est également un reproche que les Français enfin, voilà, attribuent à Shakespeare, qui mélange les registres entre finalement la tragédie et le comique, entre le grotesque et le, euh, le divin. Enfin voilà, il mélange vraiment tous les registres et on est sur quelque chose qui perturbe beaucoup les Français. Donc c'est vrai que la redécouverte de Dante va passer avant tout par la Grande-Bretagne et en particulier par une théorie, grâce à la théorie du sublime d'Edmond Burke. Le sublime, qu'est-ce que c'est? Le sublime, c'est un sentiment, c'est un concept esthétique qui finalement va au-delà du beau, qui transcende le beau
Et c'est un sentiment qui est lié à l'inaccessibilité, finalement qui se déclenche souvent par, un étonnement inspiré par une crainte, un respect. Par exemple, vous allez avoir, un sublime de paysages avec les paysages de montagne, les paysages de gouffres, mais également les paysages de tempête, ce qui est vraiment tous ces paysages à la fois beaux et inquiétants, qui, ravissent l'œil, mais qui en même temps, inquiètent le spectateur. Et ça va par exemple être toute la mode, à la fin du XVIIIe siècle, des, éruptions volcaniques, en particulier du Vésuve, qui est actif à cette époque et qui va, susciter l'intérêt, des artistes et des écrivains, et donc mettre en scène cette notion de sublime. Alors évidemment, les réactions émotionnelles du lecteur sont très nombreuses face aux images convoquées par Dante. Et en Angleterre, ça va évidemment passer, donc, comme je vous disais, par la traduction par la traduction en images du poème du Paradis perdu de Milton, mais également par la réinterprétation d'Homère, de l'Iliade et de l'Odyssée par certains artistes comme William Blake, qui vont évidemment alimenter cette idée du sublime et rendre finalement l'approche de Dante plus évidente pour les Britanniques. Alors, le premier à s'y frotter, c'est Sir Joshua Reynolds, donc un grand artiste donc, de la Royal Academy, donc, qui est le premier à exposer en 1773 donc, Ugolin et ses fils. Donc, Ugolin qui va être un thème extrêmement traité par les artistes du 19e siècle, qui fascine par son horreur, puisque je vous rappelle l'histoire pour si vous ne la connaissez pas. Donc, Ugolin donc, est condamné à être enfermé, à être emmuré dans une tour avec ses fils et ses petits-fils, à être condamné à mourir de faim et finalement il va finir par les dévorer pour survivre. Enfin, et finalement lui aussi va finir par mourir de faim, mais en tout cas il va perpétrer des actes de cannibalisme sur ses propres enfants et petits-enfants. Donc évidemment, vous imaginez, c'est le summum de l'horreur. Et donc là, dans ce tableau, Reynolds montre là toute l'horreur et la vertu du Gaulin qui prend conscience de ce qui l'attend, du destin funeste qui l'attend et qui va sceller son sort et sort qu'il racontera ensuite à Dante et Virgile au cours de leur voyage en enfer. Donc ce tableau va être extrêmement diffusé par la gravure en Europe. Il va beaucoup inspirer les peintres, en particulier néoclassiques français. Il recevra les éloges d'Horace Walpole, donc, qui a été l'écrivain du château d'Otrante, donc un roman gothique. Et donc ça va un petit peu faire boule de neige ensuite sur la vision de Dante en Europe. Et puis surtout, Dante va être beaucoup illustré, donc à la fois par des artistes comme Johann Heinrich Füssli, donc qui est un artiste d'origine suisse, mais qui ensuite a beaucoup travaillé en Angleterre et qui a beaucoup lui aussi illustré Shakespeare et qui était fasciné qui était plutôt un artiste néoclassique, mais vraiment fasciné par l'incarnation du mal et du démon. Donc évidemment dans les œuvres, dans les tableaux, enfin dans ces représentations de Dante, il se donne évidemment à cœur joie sur la représentation démoniaque qu'il reprend. Et puis également donc John Flaxman, donc le grand dessinateur néoclassique, également sculpteur, qui lui va composer des images vraiment très, très fines, très, on va dire, très vraiment sur la gravure au trait, qui vont rester l'image ultime de l'interprétation classique de Dante, que en particulier Girodet-Triozon va beaucoup copier, mais qui vont finalement être des images quasi abstraites. C'est en particulier le cas, par exemple, de sa Beatific Vision, donc la fin l'arrivée de Dante au paradis, où là on est quasiment sur une vision non figurative, qui après n'a jamais été dépassé. Et puis un autre artiste également très connu, donc, comme je vous disais, William Blake, qui a fait un certain nombre d'illustrations
inachevé pour la Divine Comédie de Dante et qui lui avait un projet plutôt plus religieux, puisque Dante s'opposait, puisque par exemple, excusez-moi, Blake s'opposait à la vision religieuse de Dante, puisque pour Blake, en fait, le pardon était le fondement même de l'enseignement du Christ. Or, Dante, qui devait expier ses péchés par le passage en enfer, voilà, pour Blake, on n'est pas du tout sur la même vision des choses, et donc il a illustré la Divine Comédie pour déconstruire le message religieux de Dante. Donc là, il y avait vraiment un projet intellectuel très fort. Alors en France, là, je vous montre un certain nombre d'images. Alors, en France, le goût pour Dante va être, comme je vous disais, associé au bizarre et au macabre de Shakespeare. Il va vraiment être considéré comme une antidote au classicisme et va émerger dans un contexte littéraire qui porte vers le romanesque. Donc, ça va être en particulier un des premiers écrivains, enfin, parmi les premiers écrivains à s'intéresser à Dante en France. Vous allez avoir Chateaubriand et Madame de Staël, donc qui vont s'intéresser à Dante et à son génie si particulier, donc qui justement sont un espèce d'antidote au classicisme, au rationalisme français. Et finalement, les artistes, finalement les plasticiens vont être ceux qui vont le plus s'emparer du sujet, puisqu'avec Dante, finalement, vont converger un certain nombre d'attraits et de goûts, donc en particulier le goût pour le Moyen Âge à la mode du fantastique, le renouveau de l'art chrétien, mais également le goût pour une peinture réaliste du mal et de la misère humaine, la tentative des artistes du 19e siècle de mettre en scène des visions extatiques et des élans mystiques, donc ça qui vont vraiment traverser le 19e, et puis l'intérêt également pour les mythes des grands artistes de la Renaissance, et en particulier la très forte filiation de Dante avec Michel-Ange et son jugement dernier, puisque Michel-Ange était réputé être un des rares artistes de la Renaissance avec Sandro Botticelli à avoir désiré représenter la Divine Comédie de Dante, même si on n'en a pas forcément gardé trace. Finalement, ce qui va plaire aux artistes du 19e siècle, c'est vraiment le caractère très visuel des images convoquées par la littérature de Dante, qui pour eux sont synonymes de rupture, d'innovation, et qui vont finalement incarner. Dante va faire partie de l'incarnation de la génération du mal du siècle romantique, et avec l'idée davantage de s'intéresser non pas à Dante pour le mythe de Dante, mais comme un espèce de concept de renouveau artistique. Donc là, je vous mets la préface à l'écran. Vous avez un extrait de la préface de Cromwell, donc de Victor Hugo, qui est vraiment, on va dire, le texte fondateur, un des textes fondateurs du romantisme, où il dit donc Dante et Milton sont en quelque sorte les deux arcs-boutants de l'édifice dont Shakespeare est le pilier central, les contreforts de la voûte dont il est la clé. Et puis, donc, Théophile Gautier, donc, en 74, donc, évidemment, quelques décennies après la bataille romantique, qui écrit, donc, on trouvait Shakespeare, Dante, Lord Byron et Walter Scott dans l'atelier comme dans le cabinet d'études. Donc, vous voyez qu'il mélange à la fois des grands artistes, donc Shakespeare et Dante, donc de Moyen-Âge et époque moderne, et puis Lord Byron et Walter Scott, des contemporains qui ont inventé le roman et le romanesque au 19e siècle. Alors, la grande œuvre fondatrice pour la peinture française sur Dante, c'est évidemment la Barque de Dante d'Eugène Delacroix, donc présentée au Salon donc, en 1822, qui est à la fois fondatrice et complètement unique dans la manière dont Delacroix s'est emparé du sujet, et qui va ensuite faire tache d'huile finalement tout au long du 19e siècle, même si, comme on le verra, les artistes se sont surtout intéressés à deux épisodes particuliers de Dante. Un épisode romanesque, donc Paolo et Francesca, l'histoire des amours tragiques de Paolo et Francesca, et puis le sujet terrifiant par excellence, donc Ugolin, qui sera lui aussi extrêmement traité. Alors donc, comme je le disais, la Barque de Dante, c'est donc l'œuvre fondatrice pour l'iconographie, le mythe de Dante, le concept de Dante au 19e siècle.
Alors pourquoi c'est une œuvre fondatrice? Alors à la fois parce que c'est à la fois un coup de génie, un coup de tonnerre qu'a lancé Delacroix en présentant cette œuvre au Salon de 1822. Salon de 1822 qui est un des premiers salons romantiques à une époque donc, où la vieille garde néoclassique est en train de passer la main. En 1822, un certain nombre de grands artistes ne sont plus présents donc de la génération précédente, que ce soit David, Girodet, Gérard, ne sont plus présents sur les murs du salon. Et Delacroix, qui est un jeune artiste ambitieux, qui également a besoin de se faire connaître, puisqu'en fait, il est au bord du gouffre financier. Il a besoin d'un coup de pub pour lancer sa carrière. Et finalement, avec Dante, il va jouer un peu son va-tout. Et il va peindre le tableau en 3 4 mois. Et il va l'exposer au salon. Voilà, il va vraiment. C'est une œuvre qui va être créée avec une certaine fulgurance et finalement, il a dans l'idée de prouver qu'il est déjà un grand artiste. En fait, c'est vraiment cette idée qui le tient quand il conçoit cette œuvre. Alors, il conçoit cette œuvre rapidement, mais finalement, Dante lui est familier depuis longtemps, puisque Delacroix fait partie des rares artistes à l'avoir lu dans le texte, puisqu'il maîtrise l'italien. Delacroix est capable aussi de commenter les nombreuses traductions qui se font jour à cette époque autour de Dante, puisque Dante est réputé aussi intraduisible. Donc, il y a un certain nombre de traductions qui sont faites et refaites entre le XVIIIe siècle et le XIXe siècle. Et c'est vrai que Delacroix fait partie des vrais commentateurs de l'œuvre de Dante. Il en parle à de très nombreuses reprises dans son journal. Et on sent vraiment que c'est un sujet, comme Homère d'ailleurs, au même titre, qui lui tient véritablement à cœur. Alors c'est un tableau, comme je vous disais, qu'il a peint très vite, alors à tel point, vous pouvez le voir d'ailleurs sur l'œuvre quand vous la regardez, que c'est une œuvre qui s'est abîmée extrêmement rapidement, puisque en fait, quelques années après, elle était déjà complètement bitumée, et c'est Delacroix lui-même qui l'a restaurée 20 ans après, une fois qu'elle était accrochée sur les cimaises du musée du Luxembourg, donc, qui était le musée des artistes vivants, puisque c'était une œuvre auquel il tenait beaucoup et elle menaçait de disparaître dès son vivant. Donc, autant dire qu'il a un peu brûlé les étapes en termes de conception, puisqu'il n'a pas du tout respecté les temps de séchage des glacis et autres sous-couches qui donc ont perturbé la lecture de l'œuvre. Alors, c'est une œuvre qui est assez intéressante, puisqu'elle est vraiment située entre modernité et tradition, puisque donc, comme je vous disais, c'est un jeune artiste qui est désireux de se faire connaître, mais quand même de montrer qu'il est un bon artiste, qu'il connaît ses classiques et qu'il a de véritables capacités de peintre. Et en particulier, ce tableau est un véritable hommage au maître ancien, et en particulier à Rubens, que Delacroix tient tout en haut du panthéon des artistes, au même titre que Michel-Ange, un autre de ses grands maîtres. Et on sait que Delacroix donc, a beaucoup travaillé sur le débarquement, enfin sur toute la série dédiée à Catherine de Médicis, donc, qui est au Louvre, et en particulier le débarquement de la reine à Marseille, où il a en particulier copié les Néréides, dont on retrouve un certain nombre de traces dans les détails, en particulier dans les vagues et l'eau que vous pouvez voir autour des damnés. Donc, ce traitement des corps et de l'eau qu'on retrouve hérité de Rubens, également ce coloris très chaud, ces formes très denses, qui évidemment rappelle le maître des Pays-Bas. Et puis, également d'autres références. Donc, par exemple, toutes les références autour du thème du déluge, donc en particulier des Caraches, donc un tableau qui est également conservé au Louvre, où vous voyez l'amoncellement de corps et cette question cette iconographie du désespoir qui traverse le tableau et que l'on retrouve dans la barque de Dante. Donc là, on sait aussi que c'est des œuvres qui l'ont influencé.
tout comme le célèbre tableau donc, de Scène de déluge de Girodet-Trieuson, qui avait fait couler beaucoup d'encre au salon de 1806, puisque c'était véritablement une représentation de l'horreur. Vous voyez en particulier le personnage de la figure de l'homme qui retient sa compagne, qui est complètement grimaçant. Et là, on est complètement en rupture avec le canon néoclassique de vertu, de simplicité, de calme et de grandeur, de maîtrise des passions. Là, au contraire, on a un déchaînement des passions entre l'effroi, le laisser-aller, la peur de l'enfant. Et puis, donc, c'est cette vision des corps musculeux qui est très, très outrancier et qu'on retrouve chez Delacroix. Et puis, évidemment, donc là, vous voyez un certain nombre d'études donc qui montrent toute l'attention de l'artiste au dessin et toute la préparation. Et puis, évidemment, Delacroix se met dans le sillage de son aîné, donc Théodore Géricault, qui a présenté donc, au salon de 1819 le radeau de la Méduse, qui n'a pas été un naufrage pour lui, comme le disaient les critiques, mais au contraire un vrai succès, malgré le caractère assez polémique du sujet. Et en particulier, on sait que Delacroix a posé d'ailleurs pour ce tableau. Il faisait partie des cadavres du premier plan. Et en particulier, donc, Delacroix s'est inspiré d'un certain nombre de figures. Donc là, c'est par exemple le cas du modèle Joseph, que Delacroix a mixé avec des antiques pour représenter donc la figure du passeur que vous voyez de dos qui tient sa barque contre vents et marées. Donc, on voit effectivement un certain nombre d'hommages, d'influences que l'on retrouve dans le tableau qui montrent finalement la capacité d'assimilation de Delacroix, le fait qu'il se place dans la lignée de l'antique et des maîtres, donc ce qui est évidemment une condition sine qua non de l'artiste accompli, du peintre d'histoire accompli. Également dans la lignée de Géricault, puisque donc Géricault est finalement le chef de file de la nouvelle école française, de cette école novatrice, mais en même temps, il est quand même dans l'idée de se détacher de son prédécesseur, puisqu'il n'a pas envie d'être considéré comme un suiveur. Et donc, c'est pour ça que finalement, il choisit Dante, qui est au cœur de son projet anti-classique d'hybridation des genres. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que Delacroix partage avec Victor Hugo, avec l'idée toujours de mélanger les registres, donc comme je vous disais, entre élégiaque, comique, tragique, sublime, grotesque. Et finalement, se mélanger tous ces registres et que l'on retrouve chez Dante et chez Homère, donc qui sont les deux piliers de son esthétique, de son influence, de ses influences littéraires, et dans lequel finalement Delacroix va venir plonger pour trouver un sujet à la mesure de son innovation. Donc là, je vous montre un certain nombre d'études, donc à l'aquarelle ou au dessin, qui montrent les différentes tentatives de l'artiste, donc à la fois sur la figure du passeur, sur les figures des damnés, et sur la ville infernale que l'on voit au fond du tableau. Enfin, voilà, avec la représentation, un certain nombre de représentations inspirées, alors pour certains dessins, comme celui de la page de gauche inspiré de Girodet-Trieuson, et puis d'autres qui montrent la double figure donc, de Dante et Virgile, quasi fondus dans un corps à deux têtes, euh, que l'on retrouve donc dans le tableau de finale. Alors, ce qui est intéressant, donc, comme je vous le disais avec Delacroix, c'est qu'il est vraiment sur l'idée de mélanger les registres
Et donc, il écrit très clairement, dans son journal, donc, bien plus tardivement, donc en 58, il faut avouer que nos modernes, je parle des Racine, des Voltaire, n'ont pas connu ce genre de sublime, ces naïvetés étonnantes qui poétisent des détails vulgaires et en font des peintures pour l'imagination et qui la ravissent. Donc vraiment, il est dans l'idée d'une vision finalement de Dante qui ravit l'esprit par tous les détails, par tout ce mélange de registres et qui permet donc à l'artiste de trouver 1000 sujets à illustrer. Alors également, donc, ce qui fait on veut dire un petit peu l'unicité du tableau de Delacroix par rapport aux autres représentations plus tardives, enfin voilà, à la fois enfin, toutes les autres représentations du 19e siècle, c'est que finalement Delacroix ne choisit pas d'illustrer précisément un passage de la Divine Comédie. Le sujet, en fait, n'est pas précisément décrit. Il a mélangé un certain nombre de sujets pour recréer un épisode qui n'est pas, voilà, qui n'est pas très précis dans le texte. Et il a préféré favoriser l'expression des personnages au détriment de la narration. Donc là, on est vraiment chez Delacroix dans l'expression des passions. Et en particulier, ce qui est intéressant, c'est que dans le tableau, donc vous voyez les deux poètes qui sont solidaires l'un de l'autre, puisque Virgile tient la main de Dante. Donc c'est aussi l'idée d'une espèce de compagnonnage entre les antiques et les modernes, donc par le biais de la Divine Comédie, puisque Dante est considéré comme le passeur entre l'Antiquité et la modernité. Et puis, donc, la nouveauté également du tableau dans la mise en scène, c'est toute la question du hors-champ, puisque vous voyez que Dante regarde vers un endroit du tableau que nous ne maîtrisons pas, que nous ne voyons pas et qui l'effraie. Donc finalement, il arrive à créer une sorte de suspense, un jeu qui crée finalement du récit sans avoir à montrer l'image. Donc là aussi, c'est finalement quelque chose d'assez novateur et qui permet à Delacroix de s'extraire de la représentation, de l'illustration finalement, de ne pas être dans l'illustration, mais dans l'expression des passions. Donc cette œuvre de Delacroix, finalement, elle va être à la fois un fondement pour l'esthétique du 19e siècle, à la fois dans la représentation du duo Virgile et Dante, dans la réinterprétation des damnés qui vont tout au long du 19e siècle beaucoup devoir à la fois aux damnés de Delacroix, mais également à ceux de Michel-Ange par truchement, puisque Delacroix est lui-même largement inspiré par l'esthétique michelangelesque. On a également toujours un retour vers l'horreur quand vous voyez certains personnages de damnés, donc avec le cannibalisme du duo au premier plan, les yeux de fou et de démon, avec le démon qui est près du passeur, donc qui tente de monter dans la barque et qui a des yeux rougis, celui qui mord la barque. On est vraiment sur des images comme ça très fortes qui vont marquer l'iconographie du 19e siècle et qu'on va retrouver dans un certain nombre de tableaux par la suite. Alors donc, attendez, j'essaye de passer, voilà, la diapo. Alors donc, Delacroix va faire école et puis en même temps, certains artistes vont essayer de se différencier de l'artiste romantique qui reste quand même un génie voilà, assez inatteignable dans le 19e et dont à chaque fois les œuvres vont créer une espèce de précédent difficile évidemment à reproduire.
Et on va avoir au XIXe siècle un certain nombre de tentatives pour synthétiser des visions de Dante. Donc ça va être par exemple le cas d'Hippolyte Flandrin, qui était un élève d'Ingres et qui va tenter de concilier le classicisme et le sujet dantesque. Donc là, avec un Dante aux enfers, un Dante conduit par Virgile auprès des âmes des envieux. Alors vous voyez qu'évidemment, on n'est pas du tout dans la même ambiance, hein. C'est un tableau qui est très calme, qu'on pourrait même dire assez plat. Bon, globalement, la critique a considéré qu'il était plutôt raté, puisque finalement, les figures n'avaient pas l'air d'être particulièrement inquiètes d'être dans un environnement infernal, et les envieux étaient eux-mêmes d'une assez grande platitude. Donc, vous voyez, le sujet n'a pas forcément su convaincre. Et ça a également été le cas pour l'Enfer de Dante, donc de Paul Chenavard, qui lui était beaucoup plus directement inspiré du jugement dernier de Michel-Ange, qui n'a pas su particulièrement convaincre le jury du salon par le côté extrêmement éclaté de la composition et la présence de Dante et Virgile qui sont relégués au second plan et qui finalement n'incarne pas la figure du poète à l'avant-garde, du poète qui traverse des enfers et qui parle en son nom propre, parce que c'est aussi une nouveauté de la littérature de Dante, c'est que Dante écrit je dans le texte, et c'est aussi ce qui va particulièrement plaire aux romantiques au XIXe siècle, c'est cette incarnation de la figure de l'artiste, de la figure de l'artiste qui est à l'avant-garde, qui est celui qui va guider à travers, donc là, c'est dans le cas de Dante, c'est les enfers, mais finalement, au XIXe siècle, c'est l'artiste à l'avant-garde de la société. Donc, il y a évidemment ce rapport assez fort avec la figure même du poète qui, là, dans le tableau de Chenavard, n'est pas du tout mis en avant et qui va être très critiqué par, les critiques par les salonniers du salon. Et puis, à la différence donc, d'un tableau donc, de William Bouguereau, un tableau de jeunesse de William Bouguereau, donc de 1850, qui, au contraire, a plutôt ravi la critique par son caractère particulièrement théâtral, puisque donc, vous voyez donc, Dante et Virgile assistant à la scène de cannibalisme entre deux damnés. Alors avec quand même certaines figures un peu étonnantes, comme cette espèce de petit démon bon, qui paraît un petit peu perdu comme ça dans le tableau. Et puis donc cette double figure de Dante et Virgile qu'on retrouve d'ailleurs également sur le tableau de Boiry, donc cette espèce de double portrait où finalement Virgile, lui, est toujours un petit peu plus en retrait. C'est celui qui finalement montre beaucoup plus de dégoût vis-à-vis de ce qu'il rencontre aux enfers, alors que Dante, tout au long du texte, montre de plus en plus une curiosité assez malsaine pour les tourments de l'enfer, au point que parfois il a envie d'en voir plus. Ce qui fait que c'est aussi un aspect du personnage qui a beaucoup intéressé les romantiques et finalement les artistes soucieux d'une nouvelle esthétique. C'est qu'on n'est plus du tout dans une vision vertueuse du héros à la manière néoclassique. On est au contraire avec un héros qui est pris de passions parfois un peu douteuses, en particulier donc sa curiosité parfois assez malsaine pour des tortures de plus en plus raffinées au fur et à mesure du passage dans les cercles de l'enfer. Donc ça, c'est effectivement aussi un aspect de Dante qui a beaucoup intéressé les artistes, qui a beaucoup fasciné les artistes du 19e siècle. Alors, à l'autre bout de cette iconographie macabre, pardon, on va avoir une autre iconographie qui va être au contraire donc un des autres sujets beaucoup traités par les artistes au XIXe siècle, qui est celui des amours funestes donc, de Paolo et Francesca da Rimini, donc qui va trouver son origine dans la peinture troubadour et la poésie amoureuse de Dante.
et qui donc, là aussi, est une scène racontée dans les Enfers au moment donc, où Virgile et Dante croisent Rimini et Paolo, donc Françoise de Rimini et Paolo Malatesta, pardon, qui racontent leur destin funeste et leur amour contrarié. Puisque donc, en fait, cette histoire raconte un fait divers survenu en Italie, donc à Rimini au milieu du XIIIe siècle, et mis en vers donc, dans le chant 5 de la comédie divine. Donc Francesca da Rimini, mariée de force par son père à Lanciotto Malatesta, pardon, et qui s'éprend de son beau-frère, le beau Paolo. Et alors qu'ils échangent leur premier baiser, le mari les surprend et les tue d'un seul coup d'épée. Donc évidemment, vous voyez un sujet qui pourrait faire écrire un certain nombre de tragédies à Shakespeare. D'ailleurs, on retrouve des accents, ce type d'accent d'amour malheureuse donc dans Roméo et Juliette. Donc, évidemment, là encore, le lien entre Dante et Shakespeare. Et puis, donc, cette veine de la peinture troubadour au début du 19e siècle, à la fin du 18e, tout début du 19e siècle, qui va inspirer les artistes, donc, avec des reconstitutions assez méticuleuses donc d'ambiance littéraire ou historique donc, du Moyen Âge et de la Renaissance. Et donc, en particulier, par exemple, Marie-Philippe Coupin de la Couperie, donc, qui a été un des premiers à mettre en scène les amours funestes donc, de Paolo et Francesca. Et puis surtout, donc il a peint plusieurs versions. Et puis surtout, c'est un thème qui a été beaucoup développé par Ingres dans une mise en scène. Donc il en a fait 7 versions. Là, vous avez la version donc, du Musée des Beaux-Arts d'Angers, où donc on peut voir Francesca donc, qui lâche au moment du baiser très chaste de Paolo, qui lâche son roman, on peut imaginer son livre de chevet. Alors, est-ce que c'est un livre religieux? Est-ce que c'est un livre de poésie? Et elle le lâche tout à sa passion pour le beau Paolo. Et vous retrouvez donc là la ligne serpentine d'Ingres dans la figure de Paolo, donc qui s'étire, qui enroule quasiment la jeune fille. Et puis derrière, donc, comme un coup de théâtre qui s'annonce, donc le vilain, Lanciotto, donc, qui va les embrocher tous les deux. Donc, là, un certain nombre de représentations donc, qui vont avoir énormément de succès. Alors, une autre œuvre du Musée des Beaux-Arts d'Angers qui, là, montre le coup fatal juste à la suite, donc les amants transpercés. Donc là, qui est un dessin qui est une représentation plutôt très rare des deux amants et qui aura moins de fortune iconographique que le tableau d'Ingres. Et puis donc toute une veine ensuite autour des amours donc, de Paolo et Francesca, donc, qui est vraiment le thème romantique au sens vraiment de romance que l'on retrouve tout au long du 19e siècle, qui fascine les artistes. Il y a énormément de représentations donc de la peinture troubadour jusqu'à la période plus académique, plus historiciste, avec donc un certain nombre de représentations, donc là comme celle d'Ary Scheffer, donc de 1835, où on voit donc les ombres de Paolo et Francesca donc apparaître à Dante et Virgile, qui sont plongés dans une profonde réflexion. Et puis, donc, en 1870, l'œuvre de Cabanel, donc au musée d'Orsay, là, qui est vraiment une représentation très théâtrale, tellement théâtrale et critiquée pour ce caractère théâtral qu'elle a été largement caricaturée, donc pour son côté très maniériste, donc par les critiques de l'époque. Alors, ces thèmes très romanesques autour de Paolo et Francesca vont évidemment un petit peu se répandre, enfin, on va dire un peu se faire tache d'huile sur la vie même de Dante, puisque donc en particulier les pré-raphaélites
donc en Angleterre, dans les années 50-70, vont beaucoup traiter la poésie amoureuse de Dante, donc à la fois par le thème de Paolo et Francesca, mais également par le thème de l'amour de Dante à Béatrice. Donc c'est le cas donc, de Beata Beatrix, donc de Dante Gabriele Rossetti, il portait particulièrement bien son nom, et également donc, le songe de Dante, où on voit Dante au chevet donc, de sa belle Béatrice. Donc voilà, donc un certain nombre de thèmes qui sont là, vraiment davantage de l'ordre du romanesque qui traverse le 19e siècle. Et puis donc, à l'autre bout finalement du sujet dantesque, vous avez Ugolin, donc, qui est vraiment le visage de l'effroi, et qui là aussi, finalement, en contrepoint, en regard, va inspirer les artistes tout au long du 19e. Alors, en France, le premier artiste à traiter le sujet, c'est Fortuné Dufaux, donc par un tableau donc, de 1900, qui est, comme vous le voyez, très inspiré par ce qu'avait pu faire Joshua Reynolds. Donc, il y a un tableau qui montre le caractère finalement pathétique et prophétique de la suite donc de l'histoire du Gaulin, donc là qui prend conscience, on voit par son regard fixe et désespéré, donc il prend conscience de son destin funeste pendant que ses enfants et ses petits-enfants sont en train de se languir de faim et quasiment au bord de la mort. Vous voyez, certains ont déjà pris des teintes un peu grises, et donc il se rend compte de ce qui l'attend, et il prend conscience donc de la marque de l'opprobre qui va irrémédiablement s'attacher à son âme. Et donc, c'est un thème évidemment que Delacroix va traiter, donc beaucoup plus tardivement que la Barque de Dante, où là, on a un Ugolin quasiment sous forme démoniaque, qui est déjà proscrit, les doigts crochus presque, et qui tente de résister à l'appel de la chair, et avec ses enfants qui sont déjà offerts et mourant devant lui. Donc là, une vision beaucoup plus cruelle. Et puis, évidemment, l'artiste qui a porté, je trouve, ce thème à son apogée, donc Jean-Baptiste Carpeau. Donc là, qui a réalisé cette sculpture lors de son séjour à la Villa Médicis à Rome, après avoir obtenu le prix de Rome. Pendant ses études, alors il a largement dépassé le cadre des attentes du jury des Envois de Rome pour créer une œuvre complètement influencée par le Laocoon, donc cette sculpture antique extrêmement célèbre, donc, qui montrait un père et ses deux enfants donc, broyés par des serpents. Évidemment avec l'influence de Michel-Ange donc dans la musculature, et puis donc l'expression des passions funestes, et en particulier la figure du Gaulin, qui a été beaucoup discutée, puisque vous voyez que le personnage met ses doigts dans sa bouche, ce qui est absolument inconvenant en matière de sculpture historique, et qui montre véritablement là, la déraison du personnage, et donc le fait qu'il soit un petit peu passé de l'autre côté de la folie. Alors, pour, on va dire, pour s'en aller assez sûrement vers la conclusion, la dernière, enfin, une des dernières images ultimes de l'enfer au XIXe siècle de Dante vont être les illustrations de Gustave Doré. Gustave Doré, qui est un artiste avant tout connu pour donc ses illustrations, ses caricatures, qui a été un dessinateur, un talent très divers et très précoce. Et qui donc finalement a commencé sa carrière très jeune, à l'âge de 14-15 ans, voilà, et qui finalement, souffrant toujours du discrédit de la critique pour le dessin de presse, pour la caricature, pour l'illustration, va avoir dans l'idée de donner ses lettres de noblesse à l'illustration, et va se lancer dans la réalisation d'une grande bibliothèque mondiale illustrée avec une liste de chefs-d'œuvre
parmi lesquels Dante, Perrault, Cervantes, Homère, Virgile, Aristote, Milton ou Shakespeare. Et en fait, c'est en 1861, après avoir illustré donc La Tempête de Shakespeare et les 100 contes drôlatiques de Balzac et le Gargantua de Rabelais, qu'il va entreprendre de s'attaquer à l'enfer, vraiment avec le désir de s'inscrire dans une longue tradition britannique avec Flaxman, Blake et Fuseli qu'on a pu voir, mais également française avec l'œuvre de Girodet-Trinozon ou Delacroix. Donc, il est véritablement dans cet héritage-là. Et en fait, il avait dans l'idée de publier un livre extrêmement luxueux. Et en fait, au début, bon, comme il ne trouvait pas d'éditeur pour se lancer dans l'aventure, il a contacté les éditions Hachette qui existaient déjà à l'époque. Il s'est fait, en fait, lui a publié 400 exemplaires et il a proposé à Hachette de les vendre. Et en fait, Hachette a fait de multiples réimpressions. Ça a été un succès de librairie internationale puisqu'il a vendu plus de 3000 exemplaires en 1861 et ensuite il y a eu de nombreuses rééditions. Et donc, son livre illustré donc, de Dante comporte 75 gravures sur bois qui sont en fait des dessins réalisés, alors qui partent en fait des dessins de Doré, puisque Doré en fait avait inventé une gravure sur bois qu'on appelait la gravure sur teinte, et qui lui permettait en fait, à partir de ses dessins et de ses lavis, parce que c'est vraiment un très grand dessinateur, de reproduire en fait les effets et les tons de la gravure sur métal, qui était très longue et très coûteuse, et qui était quand même beaucoup plus précise que la gravure sur bois, pour véritablement reproduire des dessins. Donc, c'était vraiment l'idée d'avoir un dessin très expressif, et de pouvoir avoir tout le système de déliés, de hachures, d'ombre, voilà, de contre-jour dans l'image. Vraiment pour donner de la profondeur à l'illustration, finalement, comme pour avoir des petits tableaux à chacune des illustrations. Et dans ces images, tout au long de ces images, donc il va reprendre un certain nombre de détails iconographiques que vous pouvez voir en fait et retrouver sur un certain nombre d'autres œuvres emblématiques du 19e siècle. Et il va véritablement faire une espèce de synthèse entre le romantisme français, le romantisme allemand et britannique, et donner à ces paysages dantesques une forme assez suffisamment aboutie pour que finalement l'image de Dante s'accroche à ces illustrations en fait. Donc avec des systèmes de plongée, contre-plongée, des vues panoramiques, voilà, qui permettent de donner une vision de l'immensité du paysage. Là, d'ailleurs, vous pouvez retrouver dans cette image des damnés qui tentent d'échapper au fleuve infernal, donc une reprise d'ailleurs du motif du déluge des Karaches, de Karache. Là, vous voyez l'épisode également traité que traitera plus tard Boiry, donc avec la rencontre avec Farinata. Vous voyez aussi toute l'iconographie des ruines romantiques, des ruines infernales qu'on retrouve dans la littérature gothique. Et puis, donc, des visions de paysages infernaux avec des reprises de sabbats de sorcières telles qu'on a pu le voir dans la littérature romantique et qui vraiment montrent une image tout à fait grandiose de l'enfer et du paradis. Je vous ai mis les deux opposés, donc l'enfer, le tourbillon des ânes damnés et l'arrivée au paradis donc de Dante et Virgile, et qui donc créent des contrastes comme ça très forts et qui sont véritablement des tableaux sur des toutes petites surfaces, parce qu'il faut quand même penser qu'on est vraiment sur une page. Donc, c'est quand même assez étonnant de précision. Et en cela, donc, il s'inspire vraiment, là aussi, comme je vous disais, d'une iconographie toute
britanniques, et en particulier de certaines œuvres de John Martin, donc, qui a été un des grands artistes britanniques qu'on goûtait peu en France, justement pour ce caractère trop grandiloquent, mais qui fascinait évidemment les foules pour la maîtrise finalement d'une espèce de panorama, de diorama, de vision comme ça assez apocalyptique qu'on retrouve dans son œuvre. Alors, la vision de Dante par Doré a été tellement, enfin, ce travail a été tellement puissant que finalement, il a été aussi beaucoup critiqué, puisque là, vous avez un critique, donc Loredan Larchet, donc, qui écrit: «Le poème n'est plus ici qu'un prétexte trop évident. L'auteur est écrasé par le dessinateur. Plus que Dante illustré par Doré, c'est Doré illustré par Dante.» Et effectivement, les images de Doré sont tellement fortes qu'elles ont presque tendance à faire disparaître le texte derrière son iconographie. Et Doré aimait tellement ce thème de Dante qu'il lui a consacré un immense tableau, toujours au salon de 1861, qui est conservé donc, au monastère de Brou à Bourg-en-Bresse. Donc, Dante et Virgile dans le 9e siècle des Enfers, tableau qui est resté accroché dans son salon jusqu'à sa mort avant de rejoindre les collections de Brou, et qui est vraiment resté pour, en particulier, Théophile Gautier, donc l'écrivain romantique, l'invention même du climat de l'enfer. Donc, ça a été une œuvre très importante, et tellement importante que l'œuvre de Doré, si finalement elle a été très décriée au 19e siècle, puisqu'on considérait que c'était des vignettes agrandies, que c'était un artiste qui en faisait trop finalement, a eu beaucoup d'influence ensuite sur le cinéma fantastique des débuts du cinéma, donc dans les années 1920-1930, puisque les premiers films qui traitent de la Divine Comédie s'inspirent largement de son œuvre, et également donc un certain nombre de ces illustrations, par exemple pour la Bible, ont pu servir de modèle pour le film des 10 commandements de Cécile B2000, mais également tout son travail a beaucoup influencé Walt Disney. Donc, c'est vraiment une iconographie qui est passée dans une certaine culture populaire également par le cinéma et le dessin animé. Donc, on arrive au terme de cette conférence. Donc, comme vous avez pu voir, le Dante de Boiry est véritablement un condensé d'une certaine iconographie dantesque. Alors lui, finalement, en 1899, on est à une période où il faut frapper fort au salon. On est sur des machines artistiques, des tableaux qu'on appelle des machines parce qu'ils sont de plus en plus grands, et avec une théâtralité de plus en plus forte. On est aussi sur une représentation de l'histoire antique, par exemple, de plus en plus violente. Donc, on cherche vraiment à attirer le spectateur avec des images qui marquent, qui créent l'événement. Et c'est vrai que Boiry, pour un premier coup d'essai, finalement, va essayer de se mettre dans cette lignée, avec donc une iconographie qui reprend le terrifiant de Delacroix, l'iconographie de Gustave Doré, l'expression des passions assez théâtrale, donc on retrouve dans un certain nombre d'illustrations de Dante, où vous voyez Virgile qui se part dans une espèce de grandeur, et puis Dante qui regarde fasciné Farinata qui émerge comme ça des enfers avec ce paysage complètement désolé. Donc, on est vraiment sur une iconographie assez classique du sujet. Et puis, donc, pour conclure, puisque on ne peut pas traiter Dante au 19e siècle sans s'arrêter sur Rodin. Alors, le cas Rodin, qui pourrait faire l'objet de multiples conférences, lui est assez particulier, puisque finalement, Rodin et la porte de l'enfer, c'est le dépassement du sujet et c'est le dépassement du concept de Dante, puisque il va traiter donc ce sujet pendant de nombreuses années. Alors, à l'origine, Rodin part des différents sujets de Dante de manière
assez peu original. Enfin, voilà, il va traiter Hugolin et ses enfants, donc là, comme vous voyez, à partir des années 80. Mais également Le baiser, donc, qui est son interprétation donc, de Paolo et Francesca. Donc, il part finalement de sujets assez connus pour en faire une œuvre de toute une vie et d'une richesse iconographique qui n'a plus aucune commune mesure avec la représentation classique de Dante. On sait qu'il va y travailler pendant de nombreuses années avec un certain nombre de dessins préparatoires, puisque finalement, quand la porte de Dante lui est commandée, elle lui est commandée en 1880. À l'origine, c'est une commande pour une porte d'un musée des arts décoratifs, donc qui ne verra jamais le jour, mais elle est exposée donc, au pavillon de l'Alma en marge de l'exposition universelle de 1900. Donc, évidemment, elle va créer l'événement, puisque entre 1880 et 1900, vous avez 20 ans. À l'époque, en 1880, Rodin est un artiste assez peu connu, qui a même connu plutôt la polémique, puisque son grand succès de l'Âge d'airain, donc présenté au Salon de 1877, a été accusé par les critiques de surmoulage, qui était la critique ultime pour un sculpteur, d'accuser de moulage sur nature. Et donc, finalement, en 1880, Rodin, quand on lui commande La Porte de l'Enfer, il n'est pas du tout connu. Et il va vouloir au début traiter le sujet à la manière de Lorenzo Ghiberti, donc avec les portes du paradis du baptistère de Florence, donc en cas de Vento assez classique. Et puis finalement, la composition assez classique va complètement exploser pour arriver vers une expression de corps, de passion et de figure qui doivent autant à Dante qu'à la lecture des Fleurs du mal de Baudelaire, que d'ailleurs Rodin va également illustrer pour Paul Calimard en 1888. Donc on a vraiment là un mix entre toutes les grands sujets, finalement, les grandes obsessions de Rodin au centre de cette porte de l'enfer. Donc voilà. Et puis, donc, pour conclure, la Divine Comédie, finalement, reste un sujet toujours traité par les artistes. C'est un sujet récurrent, c'est un sujet finalement qui ne cesse de fasciner, puisque une des dernières grandes représentations de la Divine Comédie a été celle de Miquel Barceló, donc l'artiste catalan, qui a réalisé plus de 300 dessins donc entre 2000 et 2002, qui ont été exposés au Louvre en 2004, et qui a lui-même, enfin voilà, qui a livré une nouvelle interprétation de la Divine Comédie de Dante à l'aube du XXIe siècle. Donc finalement, Dante n'a pas fini de fasciner les artistes. Voilà, donc je ne sais pas si vous avez des questions.